C'est parti! Le périple d'Étienne et Joseph, 19 et 21 ans. L'échappée tricolore. 2000 km à la rencontre des maires. Bonjour monsieur le maire. Étienne et Joseph kiffent la politique, littéralement. Bienvenue dans l'échappée tricolore. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Naves pour la 12e interview de l'échappée tricolore. Notre interview se divise en plusieurs axes. D'abord l'axe sur votre parcours, ensuite sur vos actions pour la commune de Naves et enfin un côté plus réflexion. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en vous détachant de votre rôle de maire? Qui êtes-vous, votre profession, etc. Donc, je suis Hervé Longy, je suis ingénieur de formation en agriculture. J'ai fait une grosse partie de ma carrière dans un lycée qui est tout proche, qui est le lycée agricole de Naves, en tant que directeur d'exploitation. Moi, j'ai été très engagé, notamment dans les mouvements bio, parce que c'est une agriculture que j'ai portée et que je continue à porter au sein du ministère de l'Agriculture. Et comme je suis dans un métier maintenant d'animateur, je suis également viticulteur et j'ai participé à une relance une relance bio en Corrèze, sur laquelle on fait avec des copains, on fait du vin. D'accord. Et c'est une chose très intéressante. Et puis après, voilà, comme j'étais un râleur et que je me dis que les choses doivent changer, je me suis dit pourquoi pas s'engager politiquement et pourquoi pas essayer de faire bouger les choses. Voilà. Et l'idée du mandat, c'est vraiment d'essayer de faire bouger un peu les choses, bouger les lignes et montrer qu'à une toute petite échelle, c'est pour ça qu'il y a un colibri, qu'à une toute petite échelle, on peut faire bouger les choses. Est-ce que vous pouvez vous pouvez maintenant présenter votre commune, sa région, son département, le nombre d'habitants, s'il y a des spécificités à la ville de Naves? Naves, c'est une commune de Corrèze, c'est une commune donc qui est au cœur de la Corrèze, qui est proche donc de la préfecture de Tulle, puisque c'est une ville voisine. C'est la deuxième commune de l'agglo, dans une agglo qui compte 43 communes. Alors c'est sans doute tout petit, mais pour nous c'est bien grand, puisque c'est 2500 habitants, donc ça fait partie de la deuxième commune de l'agglo. Et la Corrèze, c'est connu pour être le pays vert, et donc Naves, je dirais que dans un clin d'œil, Naves, c'est une tache bien verte dans le pays vert, quoi. Très bien. Est-ce que vous pouvez maintenant vous présenter en tant que maire, c'est-à-dire et aussi votre mairie, c'est-à-dire le nombre de conseillers, le nombre d'adjoints, votre étiquette peut-être politique, voilà, qu'est-ce que... vous avez été élu aussi. Voilà, donc je suis maire depuis le mois de juillet 2020. Donc je suis maire sur une liste de gauche qui est sur laquelle il y a du social et de l'écologie. Moi personnellement, je suis encarté Europe Écologie Les Verts. Donc on est une commune sur laquelle il y a 19 conseillers, donc avec le jeu de la démocratie et le jeu des villes de plus de 1000 habitants. Donc nous on en a gagné 15 et nos collègues d'en face ils en ont 4. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour cette présentation et pour cette contextualisation de la ville de Naves. On va passer maintenant à vos actions pour ce que vous avez fait en ce début de mandat et puis les projets qui vous restent. Est-ce qu'il y a une initiative dont vous êtes particulièrement fier et qui pourrait éventuellement inspirer d'autres communes? Moi, j'en ai plusieurs, mais alors sur lesquelles je suis particulièrement fier. La première, c'est que, du moins c'était le sens de mon engagement, c'était que j'en avais marre qu'on puisse dire qu'on ne peut pas manger local, qu'on ne peut pas manger bio. Et donc j'avais dit, nous, si on est élu, on mangera bio et local dans la cantine. Et donc ça a été le sens de notre engagement. Et j'ai dit, on reverra un peu les choses. Et c'est ce qu'on a fait. Et sans le vouloir, mais maintenant je le dis avec fierté, on est la première commune de Nouvelle-Aquitaine à passer plus de 62% de produits bio dans sa cantine, sans avoir augmenté le coût repas que les familles payent. On a légèrement augmenté le coût denrée, puisqu'il a augmenté de 10%, mais le coût est maîtrisé. Et surtout, on prend aussi donc, des produits bio et locaux, et des produits locaux qui sont faits par des gens du territoire, parce que tout le monde se vante de connaître les gens de son territoire. Nous, on fait travailler les gens de notre territoire, et les gens de notre territoire, c'est aussi bien d'avoir des tomates, des salades qui sont poussées à Naves, plutôt qu'elles aient fait le tour de la France ou qu'elles viennent d'Espagne. Donc c'est vraiment une action sur laquelle on est fiers. Donc on a eu la chance on est territoire bien engagé, on a arboré les panneaux à l'entrée de la commune. Et c'est vraiment quelque chose dont on est fier, d'autant plus qu'on est une des rares communes de Corrèze qui sont à la fois engagées à la fois sur les surfaces et après sur la restauration collective.
Et la restauration collective, moi je le dis à n'importe qui, bon sang, nous on est comme tout le monde, on a 2 bras, 2 jambes, et on a réussi à mettre 62% de produits bio, on est à 90% de produits labellisés ou locaux dans la cantine, sans avoir augmenté. Alors, du moins n'importe qui peut le faire, quoi, et sans faire des surcoûts, quoi. Très bien, bah, merci beaucoup pour cette belle initiative. J'imagine qu'il reste d'autres projets. Quels sont les... Ah, il reste d'autres projets. Bien entendu, il y a des projets pour améliorer le quotidien des habitants. Mais il y a aussi un autre projet dans lequel on est fier, on est engagé. On va créer la première centrale villageoise de Nouvelle-Aquitaine. Donc, alors, on a fait une plaquette, là. Je vous en ai laissé 2 parce que si des fois vous vouliez donner. Voilà, c'est. Donc l'idée, c'est de faire une énergie durable et locale qui est à portée de toit, puisque l'idée, c'est de la mettre sur des toits de particuliers. Et c'est vraiment de le faire de façon citoyenne, c'est-à-dire que c'est les citoyens qui portent. Alors, NAV, c'était une liste avant tout de citoyens dans laquelle je suis, quoi. Mais c'est l'idée qu'on porte ça au niveau donc, des citoyens, que nos citoyens s'engagent à devenir donc, des éco-citoyens et à prendre des parts dans une société coopérative d'intérêt collectif, donc une SIC, qui sera la première aussi créée de Corrèze, et qui va permettre donc à Énergie Cœur de Corrèze de produire de l'électricité verte sur les toitures, que ce soit des toitures de particuliers, des toitures d'entreprises ou des toitures de collectivités. Donc avec du photovoltaïque, c'est ça? Avec du photovoltaïque, mais pas au sol, du photovoltaïque sur les toitures. Parce que le photovoltaïque au sol, je crois qu'on a des régions où il faut laisser la terre aux paysans pour qu'elles s'exploitent. Et les toitures, à part leur rôle donc, de toit de protéger de la flotte ou des intempéries, elles peuvent aussi supporter du photovoltaïque pour produire de l'énergie. Et l'idée, c'est soit vraiment de l'énergie qui appartient aux citoyens. C'est le citoyen qui se réapproprie le pôle énergétique. Parce que trop souvent, on a tendance à avoir des investisseurs qui vont mettre des dizaines ou qui vont s'approprier des hectares soit au sol, soit sur des toitures. Mais là, c'est bien que ce soit un projet collectif, donc de citoyens. Et donc vous accompagnez ça en tant que... Nous, on accompagne, on sera dans la SIC, il y a des collèges. Donc il y aura un collège pour les administrations, comme il y a un collège au niveau des particuliers, avec la grande règle, c'est-à-dire on nomme une voix. D'accord. Voilà, et ça, c'est une gouvernance particulière. Mais on voulait faire vraiment une gouvernance qui était une gouvernance citoyenne où chacun n'avait pas plus de voix que les autres, quoi. Très bien, très bien. Eh ben, merci beaucoup. Et en vous détachant un petit peu de toutes vos initiatives, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier aujourd'hui en tant que maire? Qu'est-ce qui vous anime tous les jours? Je ne sais pas s'il y a du moins moi, ce qui m'anime tous les jours, c'est d'essayer de rendre, on va dire que la commune de Naves rentre dans un mode de transition un tout petit peu et qu'à notre petite échelle, on puisse faire quelque chose, qu'on puisse montrer qu'on contribue à essayer d'améliorer la vie des gens de Naves, mais aussi qu'on marque de façon positive, c'est-à-dire au sens positif, c'est-à-dire en décarbonant, en faisant différentes initiatives qui permettent à ce que demain on puisse vivre sur notre planète et en luttant contre le réchauffement climatique, en préservant de la biodiversité et en faisant tout un tas de petites actions, parce que je pense qu'il peut y avoir des grandes actions au niveau national, mais il y a aussi des actions qui partent d'en bas, des actions de citoyens et qui peuvent permettre d'améliorer. Et si chacun verse sa petite goutte d'eau, je pense qu'on doit pouvoir limiter peut-être le réchauffement climatique. Très bien, merci beaucoup. J'avais une question. Dans votre bureau, je vois qu'il y a 2 cadres à propos du label bio. Je voulais en savoir plus sur ce que c'était. Ouais, alors là, il y a 2 cadres. C'est les 2 décorations qu'on a eues par rapport au label bio qui s'appelle Territoire engagé. D'accord. Et donc, ça montre que notre commune, elle est engagée. Donc, ici, elle est engagée sur 2 aspects. La première des choses, c'est qu'elle est engagée sur ses surfaces qui sont conduites en bio, puisqu'il y a plus de 18% des surfaces de la surface utile agricole qui est conduite en agriculture biologique. Et l'autre, c'est par rapport à l'introduction donc, de produits bio dans la cantine, quoi. Et qui théoriquement récompense par rapport à la loi Egalim les gens qui ont plus de 20% de bio. Mais nous, ici, on est récompensé parce qu'on est les premiers. Il y en a 60%, 62% exactement de produits bio dans nos cantines, quoi. Très bien. Et en dernière question sur la deuxième partie, sur vos actions et sur la commune, est-ce que vous auriez une petite anecdote à nous raconter depuis le début de votre mandat Oui, moi je pense, du moins la petite anecdote que j'aimerais bien, c'est le cadre qui m'a été offert donc, par un des adjoints, Gérard Capel, là,
Voilà, pendant la campagne, on avait montré, moi j'avais dit, à l'image du colibri, donc de la légende amérindienne, nos petites gouttes d'eau doivent faire quelque chose. On va peut-être pas arriver à faire un lac, mais il faut que nos petites actions servent à faire des choses et puissent être répétables et puissent servir au territoire. Et moi, je pense qu'au niveau de notre territoire et au niveau de l'agglo, les actions communes, c'est-à-dire les actions qui sont tant d'un point de vue énergétique, ou aussi on est en train de refaire, donc, de réhabiliter des chemins, de faire des choses, des petites choses, mais qui permettent de montrer qu'on peut faire des choses, que des citoyens peuvent faire des choses sans attendre que toutes les choses viennent d'en haut, quoi. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, si vous ne voyez pas d'inconvénient, on va passer à la troisième partie qui concerne vos idées et vos réflexions sur les thématiques un peu plus générales. Je ne sais pas si j'en ai des idées, des réflexions. Je suis sûr que si. On adapte à chaque fois en fonction des maires qu'on rencontre. En l'occurrence, vous avez été chef d'exploitation pendant 21 ans, vous nous avez dit, du lycée agricole ici à Naves. Donc j'aimerais vous poser une question sur l'agriculture. Et peut-être sur le bio plus spécifiquement, comment est-ce que vous imaginez l'avenir de l'agriculture? Est-ce que vous pensez qu'on se dirige vers une agriculture très intensive ou alors est-ce que vous pensez qu'au contraire on tend à se relocaliser et à aller vers une agriculture vertueuse, pourquoi pas biologique? Alors, du moins, en vérité, je ne connais pas la réponse, hein, parce que du moins, il y a les deux tendances qui existent, il y a des études qui ont été faites. Mais je crois qu'on a tout intérêt, les agriculteurs, parce que les agriculteurs ont tout intérêt vers une relocalisation de l'alimentation. Et je crois que la problématique, elle n'est pas là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se pose la question, de quoi avons-nous besoin, de quoi le consommateur a besoin demain comme produit alimentaire, quoi. Et je crois que la grande idée, c'est de dire que par rapport au bouleversement climatique que nous subissons, c'est-à-dire avec des réchauffements ou avec des phénomènes qui vont s'accentuer, qui vont être de pire en pire, que ce soit des tempêtes, des inondations, je crois qu'il y a vraiment un besoin d'avoir quelque chose qui permette de limiter ce réchauffement climatique. Et une des solutions, c'est que l'agriculture joue un rôle important, et ce rôle important, il se jouera également dans une relocalisation de l'agriculture en mangeant des produits qui sont faits localement, sans doute en faisant de l'élevage différemment, c'est-à-dire de l'élevage plus local. Alors nous, on est dans des zones herbagères, mais en repensant tout ce qui est l'aspect élevage qui se passe notamment dans l'hémisphère nord de l'Amérique, en évitant de déforester l'Amazonie pour faire du soja, pour nourrir des cochons chez nous, ou des volailles et tout ça pour faire de la protéine bas de gamme. Je crois que l'agriculture, elle a vraiment son rôle à jouer, elle a vraiment un rôle d'aménagement du territoire et également de produire donc demain les denrées alimentaires dont on aura besoin. Et je pense que nos habitudes alimentaires, elles vont devoir évoluer. On est dans des pays, et moi j'en suis un peu l'exemple, c'est-à-dire on a tendance peut-être à trop manger, à trop consommer. Il va falloir alors je vais peut-être passer de vélo, hein, je n'ai pas traversé la moitié. Moi je fais que 200 mètres pour venir jusque-là, hein, je ne traverse pas la France. Hein, et puis quand je fais dans mon métier d'animateur, j'y vais en voiture, hein, ou en train. Mais l'idée, c'est bien de dire qu'il faut qu'on change nos habitudes alimentaires. Il va falloir qu'on se remette à consommer davantage de protéines végétales, que se remette à produire des protéines végétales et qu'on se remette à relocaliser. Et que les exploitations en France, qu'on a spécialisées dans des zones, on a spécialité des zones qui sont, pour certaines qui sont uniquement céréalières, pour certaines qui sont uniquement que de l'élevage, qui certaines sont uniquement intensives comme de la Bretagne sur des espèces du moins des animaux des monogastriques. Oui. Il va falloir qu'on remette partout un peu de mixte, c'est-à-dire de la polyculture et élevage, et pour permettre justement de rediminuer, de diversifier et de répondre aux besoins. Alors par contre, c'est vrai qu'on pourra nous dire que la région parisienne, ce sera toujours, avec les millions d'habitants, ils auront toujours besoin que les provinces de France leur amènent un peu d'alimentation. Oui. Mais je crois également que chaque province de France doit faire un plan alimentaire territorial qui leur permette à elle d'être autonome. Très bien, merci beaucoup. Et en ce qui concerne le bio spécifiquement, vous avez les connaissances techniques puisque vous avez été chef d'exploitation. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'une exploitation bio, hein, c'est ça, au lycée agricole? Oui. Alors sur le bio, Est-ce que vous pensez que c'est possible de nourrir
tout le monde avec du bio? Est-ce que déjà d'un point de vue économique, d'un point de vue du prix, et est-ce que c'est possible aussi du point de vue de la productivité? C'est une très bonne question que vous me posez là. Et alors là, la réponse est affirmative, c'est oui. Alors il y a deux choses. Quand on étudie au niveau donc, de l'alimentation, il faut savoir qu'il y a un tiers de l'alimentation qui est produite, qui nous est destinée, qui est jetée. Alors dans nos pays riches, c'est parce qu'on achète trop, on achète trop, notamment des menus ou des choses ultra transformées qu'on jette après, donc il y en a un tiers aussi. Et dans les pays en voie de développement, c'est surtout le fait que les choses qui sont produites ne sont pas assez bien conservées et donc il y a les aliments qui partent, qui sont jetés. C'est un tiers. L'étude de l'INRA qui avait été commandée à l'époque par un des précédents ministres de l'Agriculture, Le Foll, montre que le gain de productivité ou la baisse de productivité, suivant comment on parle des agricultures, c'est-à-dire qu'il faut 20% de surface en plus pour faire du bio. Donc d'un côté, si on arrêtait de jeter un tiers de la production, et de l'autre côté, même si on prend 20% de production en plus, on s'apercevrait que ça colle, du moins ça permettrait de coller. En plus, ça sous-entend malgré tout que c'est l'idée, il faut un changement alimentaire, il faut un changement de nos habitudes alimentaires. Et du moins, les gens qui consomment généralement en bio, ils consomment un peu moins de protéines animales ou ils consomment de la protéine animale de façon différente avec de la protéine animale qui a été mieux élevée, qui est un peu mieux disante et donc comme on diminue leur part de protéines animales, ça montre que largement on pourrait être autosuffisant à l'échelle du nombre d'habitants que l'on est actuellement. Après, l'autre question qui est une bonne question, c'est-à-dire est-ce que le bio est nécessairement plus cher? Moi, je dirais, j'en sais rien s'il doit être nécessairement plus cher. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi une agriculture qui est vertueuse n'est pas aidée plus. C'est-à-dire qu'une agriculture vertueuse, on aide les gens à changer de modèle, quand ils ont un certain niveau, par exemple, ils ont un certain niveau néfaste sur l'environnement. On les aide à passer par des aides qui sont donc des aides par la PAC. On les aide à être moins disants sur, je sais pas quoi, sur des pesticides, sur des engrais, et en leur donnant un volume d'aide qui est des fois conséquent, quoi. Et pourquoi le mec qui fait bien les choses, on ne lui donnerait pas des aides. Et puis après, il faut quand même, c'est comme sur le coup de l'énergie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut voir les chaînes qui sont bouclées. L'agriculture, sur une denrée agricole, ça ne s'arrête pas uniquement au prix d'achat qu'on achète sa tranche de jambon. C'est-à-dire que quand on peut acheter une tranche de jambon pas chère, si à côté on a 200 km de plage verte, une plage, théoriquement, c'est pas trop vert, quoi, hein. Ça veut dire qu'il y a de la pollution, ça veut dire qu'il y a de la pollution à traiter. Et la pollution, par qui on la fait traiter? Est-ce que c'est le pollueur qui doit payer? Voilà, la question pour l'instant, elle n'est pas tranchée. C'est pas souvent le pollueur qui paye. Donc à un moment donné, si on allait jusqu'au bout de ce que coûtent les choses, eh bien, on verrait que peut-être que si on prenait en compte le coût de la tranche de jambon, le coût de la dépollution de la plage, eh bien, peut-être qu'il serait sans doute pas moins cher ou pas plus cher, ou sans doute, mais pas moins cher, que quelque chose qui serait produit de façon, on va dire, avec un peu mieux de respect de l'environnement et surtout avec aussi des choses qui n'ont pas déforesté une partie de l'Amazonie. Très bien. Bon, merci beaucoup pour ces éclairages. J'ai une question. Les jeunes générations se préoccupent pas mal de l'avenir au niveau de l'écologie, du développement durable, de l'environnement, et les moins jeunes générations également. Et on parle souvent des métropoles qui passent du côté vert avec les dernières élections municipales, on le voit. Vous, quel sentiment avez-vous et quelle position avez-vous pour le monde rural et pour du coup l'écologie, le développement durable et ces choses pour le monde rural? Oui, alors du moins, moi je pense que il est vrai que quand on vit dans une métropole, voilà, que ce soit lyonnaise, Bordeaux, c'est plus facile de faire de l'écologie ou c'est plus prégnant pour les gens parce qu'ils le voient, parce qu'ils sont confrontés à de la pollution, parce qu'ils sont confrontés à du transport, hein, parce que le transport, du moins, se transporter dans une ville, c'est un réel challenge, quoi, pour pas avoir des heures de queue. Dans des endroits un peu plus préservés, un peu plus verts comme nous, c'est vrai que les gens ils comprennent sans doute moins la nécessité
de changer. D'autant plus que nous, vous avez dit que vous avez traversé donc, la diagonale du vide, quoi. Voilà, on n'est peut-être pas des concentrations de population qui sont trop énormes. Mais je crois que des challenges, ils existent. C'est-à-dire que des challenges, il y a des challenges alimentaires, c'est-à-dire reproduire de l'alimentation diversifiée dans des zones. Il y a des challenges, on a tous des toits et on peut également faire de l'électricité verte. Et puis après, je pense que demain, de nos enjeux, ça va être aussi de repenser le transport. C'est-à-dire que les gilets jaunes, c'est parti quand même de zones rurales, les gilets jaunes. C'est-à-dire que c'était des gens qui n'étaient pas contents par rapport au prix, le fait que le gasoil allait coûter de plus en plus cher. Et je crois qu'il y a des pays d'Europe du Nord qui montrent qu'on est capable de davantage se déplacer plus proprement, notamment avec des vélos, et d'être capable de faire des choses et d'aller un peu plus loin, d'aller à son travail un peu plus loin. Et dans nos zones à nous, je pense que ça reste à inventer, c'est-à-dire que nous, on est sur des choses qui sont, du moins de déplacement, qui sont presque en tout voiture. C'est-à-dire qu'ici, tu n'as pas ta voiture individuelle, tu as du mal à te déplacer, à aller très loin. Et je crois qu'il y a des choses à recreuser de ce point de vue-là, retravailler nos transports. Toutes les lignes ferroviaires à l'époque, ici à Naves, il y avait une gare. Voilà, toutes les lignes ferroviaires, elles ont été abandonnées à un moment donné parce qu'on est passé en tout voiture. Et c'était peut-être pas des choses super intelligentes qui montrent que maintenant, si c'était à refaire, on n'aurait peut-être pas refait la même chose. Et nous, sur une petite chose, on est en train de retravailler une liaison donc cycliste entre Tulle et Naples, parce on est malgré tout cité dortoir. Tulle, c'est qu'à moins de 7 ou 8 km. Même s'il y a de la déclivité, donc dans un sens ça va bien, dans l'autre c'est un peu plus dur. mais je crois qu'il y aurait des façons d'inciter les gens à refaire un peu de sport et surtout à se déplacer autrement et sans prendre systématiquement la voiture. Donc vous voyez un avenir positif pour... Moi je vois un avenir positif, oui, je vois un avenir positif. Je crois qu'honnêtement, alors j'avais un collègue qui disait quand on était passé en bio lycée agricole, il disait c'est le sens de l'histoire. Moi je pense que l'écologie c'est le sens de l'histoire. Et moi, c'est le sens de mon engagement. Alors, on peut être d'accord ou pas avec toutes les idées de l'écologie, du moins mais demain, on est au pied du mur, quoi. C'est-à-dire qu'on est prenons l'exemple de la voiture, on roule à 200 km/h et on fonce dans un mur. Si demain on roule qu'à 190 et après on roule qu'à 170, le mur on le verra à moins loin. Et je crois qu'on est à la limite de certains effondrements, voilà. Et je crois que ces effondrements, il faut qu'on les évite et on va les éviter par un changement de paradigme politique. Et je crois que demain, l'engagement il ne peut qu'être en faveur de l'écologie. D'accord, très bien. Très bien. C'en est fini pour nous pour les questions à propos de l'écologie. Il nous reste deux petites questions. Vous nous avez parlé un petit peu du social, on en reviendra pour la dernière question. Et en attendant, on voudrait, sur la thématique de votre choix, vous laisser l'opportunité d'adresser un message à ceux qui nous regardent. Ça peut être sur l'agriculture dont vous nous avez parlé, sur l'aspect social, sur l'aspect économique ou sur un tout autre domaine. Quel message vous voudriez faire passer aux gens qui nous regardent ? Alors je vais reprendre sur l'alimentation. Moi, je pense que dans tout, et ce serait plutôt à mes collègues maires, je crois que, du moins, on parle beaucoup de la loi Egalim. Je crois que la loi Egalim, c'est un bienfait à la fois pour les agriculteurs et sans doute pour obliger les mairies ou les cantines à se convertir et à passer des produits de qualité, sous signe officiel de qualité. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ça et je crois que c'est très important et c'est pas, du moins, ça demande pas, c'est pas la mer à boire, c'est-à-dire que passer 20% de bio, c'est à la portée de n'importe qui, quoi. Et ça met un message fort à l'agriculture parce que nos agriculteurs, ils ont besoin d'être soutenus, les filières ont besoin d'être soutenues. Alors, il faut s'engager sur les messages, sur les produits sous SICO, sous signe officiel de qualité, qu'ils soient bio ou même label. Mais je crois que c'est très important et c'est dans n'importe quelle commune. Nous, on a une commune de 180 élèves et on arrive tous les jours à faire des repas à 90% bio et local. Donc, je pense que n'importe qui peut y arriver. Très bien, merci pour ce beau message. Je vais passer le micro à Joseph pour la dernière question. Et est-ce que vous pouvez juste en quelques mots expliquer la loi Egalim aux personnes qui nous regarderont ? La loi Egalim pour les collectivités, c'est une obligation de prendre du moins des produits qui sont sous SICO, sous signe officiel de qualité. Alors le local n'en fait pas partie, mais c'est sous signe officiel de qualité, d'en prendre 50% et 20% en bio, quoi. Et je crois que c'est un engagement fort
de la présidence Macron, quoi, qui a été fait pour à la fois restaurer la confiance des agriculteurs, remettre du pouvoir d'achat et aussi montrer un engagement des collectivités sur ces produits-là. Et je crois que, bon, alors il y a sans doute l'engagement politique, mais il faut bien comprendre que c'est un engagement aussi pour la santé des gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on soit capable d'offrir des produits de qualité. Et puis, c'est aux plus jeunes qu'on apprend les bons goûts. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'existe pas que des fast-food, quoi. On peut faire de la cantine, on peut faire de la cantine, du bien manger dans une cantine scolaire, sans être un restaurant 3 étoiles, mais juste une bonne cantine familiale. Très bien. On a une dernière question générale à vous poser qu'on pose à l'ensemble des maires. Quel est votre sentiment et que pensez-vous de l'état actuel de notre pays qu'est la France? Alors, moi, je dirais, du moins, j'en sais rien non plus que ce que j'en pense, mais ce que je dis, c'est qu'il faut toujours, quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, je crois qu'il faut toujours garder espoir. Et moi, je pense qu'il y a des initiatives. Alors, il y a des initiatives qui viennent d'en bas, sur lesquelles il faut prendre exemple, il faut s'appuyer. Et je crois que la France est une belle démocratie et donc il faut qu'elle continue à vivre. Il faut que les gens reviennent. Il faut par contre, une chose importante, c'est que les gens reviennent dans les isoloirs, reviennent voter parce que c'est comme ça que ça donne de la force à la démocratie, c'est comme ça que ça donne de la force aux idées qui sont portées par des gens, quoi. Et après, je crois aussi qu'il faut que les gens, il ne faut pas hésiter à s'engager parce que moi, je n'étais pas engagé politiquement avant, j'étais pas engagé mais il faut s'engager et puis il faut porter les idées auxquelles on croit. Et c'est porter des idées auxquelles on croit, c'est être capable après de travailler avec les gens qui sont élus, qui sont de tous bords, mais c'est être capable de les défendre et donc et de travailler tous ensemble, quoi, et de faire des choses dans un univers varié. Merci Monsieur le maire pour ce beau message plein d'espoir. Vous nous avez parlé simplement de plein d'initiatives qui viennent d'en bas. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-unes pour qu'on ait un ordre d'idée? Nous, je pense qu'une des belles initiatives qui partent d'en bas, ça va être notre projet Énergie Cœur de Corrèze. D'ailleurs, je le mets à la caméra. Donc voilà, s'il y a des gens, des Néo-Aquitains ou des gens de toute la France qui veulent soutenir cette initiative, donc vous pouvez devenir adhérent de la SIC Énergie Cœur de Corrèze pour 50 €. C'est à peu près le plein d'une voiture ou 3 ou 4 paquets de cigarettes et ça vous fera du bien d'arrêter de fumer, de passer à l'énergie verte, quoi.